La réassurance, c'est vraiment la haute couture du monde de l'assurance. Principal, effectivement, objectif de la réassurance, c'est le transfert de risque. On essaye de viser la même marge sur le même type de business, où que ce soit dans le monde. La réassurance est clairement l'allié des assureurs, mais en même temps, j'ai gagné, ce que j'ai fait en 3 ans, je l'aurais fait peut-être en 10 ans ailleurs. Alors l'avantage de la réassurance, c'est que c'est tellement international que tu travailles avec énormément de nationalités. L'assurance, au sens large du terme, c'est vraiment une question de disponibilité de la data. On est en train de parler d'intelligence artificielle alors même qu'on n'a même pas encore résolu nos problèmes d'Excel. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bonjour Florence, content de t'accueillir pour le 8e numéro d'Assurance en coulisses. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Alors merci pour l'invitation tout d'abord. Donc je m'appelle Florence Grosjean. Je suis une professionnelle dans la réassurance et plus personnellement, je suis passionnée par plein de choses et tous les ans, je me lance un défi. Donc c'est un défi parfois personnel, parfois professionnel. Une année, ça va être, je veux faire 100 kilomètres d'affilée en marchant sans m'arrêter. Une autre année, j'achète un appartement, je le rénove. Une autre année, je pars aux États-Unis et l'année dernière, je me suis, lancée, dans l'entrepreneuriat ou l'indépendance en montant mon cabinet de conseil qui s'appelle Future Growth Consulting. Et je travaille toujours dans le milieu de la réassurance, mais de manière indépendante. Et en parlant de la réassurance, est-ce que tu pourrais un peu expliquer en une phrase ton métier ? Alors moi, j'aide les réassureurs ou les assureurs à soutenir leur croissance, d'où le nom de Future Growth Consulting, c'est aussi mes initiales. Et donc concrètement, ça veut dire que s'ils ont un besoin de personnel à un moment donné parce que leur personnel en place ne leur permet pas d'assurer le surcroît d'activité, je peux faire office de manager de transition et sinon c'est l'aide à l'implémentation de tous les outils, et donc plus concrètement, par exemple, en ce moment, je suis en train d'intervenir chez un réassureur bermudien qui avait des opérations principalement basées aux États-Unis et qui s'est lancé dans la conquête du monde. Ils ont une très forte croissance à l'international et en Europe continentale en particulier. Et donc les souscripteurs ont besoin de souscrire, mais ils ont aussi besoin d'avoir du back-office pour rentrer les traités dans des outils, payer les primes, traiter les sinistres, etc. Donc tout ce déploiement d'outils en faisant des cas de tests, en testant, en formant les équipes. Ouais, tu es spécialisé vraiment dans la réassurance. Tu interviens vraiment avec des réassureurs et pas des assureurs ou les deux par exemple ? Alors pour l'instant, que des réassureurs parce que c'est une activité tellement niche que finalement les personnes qui ont une compétence particulière en la matière sont finalement vite captées. Mais en fait, j'ai une double niche parce que dans mon dernier poste chez SCOR, j'étais trésorière. C'est une autre niche, un autre métier où les compétences sont un peu particulières et donc je peux aussi intervenir sur la trésorerie. Et il se trouve que chez mon client actuel, je travaille sur le module Trésor de leur logiciel de réassurance. Donc c'est le parfait combo. Ils ne pouvaient pas rêver mieux que de m'avoir. Là, j'ai une petite question mystère, mais signature du podcast, mais si ton métier devait être un sport,
quel serait-il? Je pense qu'il serait, l'escalade parce qu'on a toujours un mont Everest à gravir et en particulier souvent par la face nord et donc il faut, remplir ce défi et comment remplir ce défi? C'est prendre, en fait, décider d'une voie et au cours de la voie, on est obligé de s'adapter aux circonstances, que ce soit à la difficulté, du moment ou alors aux conditions climatiques qui ne sont pas terribles, savoir un peu redescendre, prendre une autre voie et cetera pour arriver, à destination et donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois toutes les missions, de conseil. En général, on ne fait pas appel à des consultants pour des choses faciles et rapides donc il y a toujours beaucoup d'adaptabilité au cours de ces missions, toujours, du défi. Tu as choisi la réassurance, c'est vrai que le secteur de l'assurance, il est quand même assez vaste, on va pas se mentir. Pourquoi s'être lancé vraiment dans la réassurance? Alors, je n'ai pas vraiment choisi. J'ai été, contactée par un cabinet de recrutement, pour travailler chez SCOR et donc je suis venue un petit peu par hasard, dans ce secteur d'activité. Alors la question, ça serait plutôt pourquoi j'y suis restée? J'y suis restée parce que la réassurance, c'est vraiment la haute couture du monde de l'assurance. C'est-à-dire que les contrats en assurance, ils sont quand même relativement standardisés, alors qu'en réassurance, c'est un souscripteur qui parle à un autre souscripteur et en fonction de l'appétence au risque de la compagnie, en fonction, des conditions opérationnelles, de chacun des acteurs, on peut avoir vraiment des conditions extrêmement taillées sur mesure pour chaque contrat de réassurance. Et ça rend le métier extrêmement intéressant parce que, bon, il y a certains contrats qui sont assez standardisés parce qu'on peut pas faire, toujours, ça demande énormément de ressources de faire, du sur mesure à 100. Mais le sur mesure, il est quand même, presque une règle. C'est-à-dire que si on veut pas faire du standardisé, le sur mesure, c'est le truc classique. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, y compris pour les fonctions finance dans lesquelles je suis intervenue, tout au long de ma carrière. Parce que en tant que fonction finance, on peut intervenir sur le contrat. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un business, qui était des swaps de longévité, côté UK. Ils avaient, donc pour les appels de collatéral, le collatéral, c'est un gros morceau pour les réassureurs, beaucoup moins pour les assureurs, de ce que je comprends. Et donc la gestion du collatéral, si par exemple on fait des appels de marge avec un calendrier et le calendrier, ça tombe comme par hasard sur le 8 mai, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, enfin bref, tous les jours fériés qu'on a en France, ça veut dire que nous n'allons pas pouvoir honorer à condition de travailler, enfin sauf si on travaille le jour-là, on ne va pas pouvoir honorer notre appel de marge. Donc ça par exemple, en tant que fonction finance qui travaillons, dans, l'opérationnel de l'appel de marge, on peut avoir une intervention sur ça. Ou on peut leur dire: «On peut pas vendre des titres en 2 jours chez nous. Donc ne donnez pas quelque chose où on peut échanger des titres en 2 jours. C'est irréaliste». Voilà, donc on a tout cet aspect des choses qui est prégnant en réassurance et qui m'a toujours plu et c'est pour ça que j'y suis restée. Ah, pour rappel, hein, le collatéral, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un actif un peu qui est déposé en garantie par un débiteur, pour un prêteur lors d'un emprunt, si je comprends bien. Et après en cas de défaillance, c'est le débiteur, le prêteur a le droit de conserver les actifs, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est une garantie effectivement qui vient en face de nos engagements et ça peut être sous différentes formes. Ça peut être des titres, ça peut être du cash, ça peut être des cautions. Donc ça peut être des lettres de crédit Mmh. et en fonction en fait du marché sur lequel on opère, on est plus sur, par exemple des dépôts cash en France, des lettres de crédit aux États-Unis et cetera. Donc c'est aussi, un peu des, pratiques de marché. Et tu t'es lancé du coup, tu as lancé ta boîte, Future Growth, Consulting, ça fait 1 an, c'est ça? Oui, Tu presque jour pour jour. tu tu t'es lancé en tant qu'indépendant, après quand même une carrière, comme tu l'as dit, voilà, l'audit chez Deloitte, grande compagnie de réas avec le SCOR. Pourquoi avoir choisi le choix de l'entrepreneuriat, de l'indépendance? Chez SCOR, j'ai eu 6 postes chez SCOR.
j'ai eu la chance d'avoir une assez bonne mobilité professionnelle, toujours sur les fonctions finance, mais quand même sur des fonctions assez différentes et en France et à l'étranger, donc ça, c'était très bien. Ça faisait un certain nombre de mois que je cherchais à bouger en interne, mais comme Score était à ce moment-là, un peu en restructuration, bah, l'organisation cible n'était pas encore très définie. Par ailleurs, j'avais un conjoint qui m'encourageait à valoriser, toute mon expertise seule. Et puis, enfin, il y avait quand même la partie création d'entreprise qui m'a toujours, attirée. Donc pour moi, tous les problèmes avec l'URSSAF, ça n'est pas un problème. J'adore les sujets de la TVA. En fait, tout ce qui est administratif, très rébarbatif pour, des entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs. Pour moi, c'est vraiment, presque un amusement. Donc j'avais très envie, de m'y frotter et voilà. Et en dehors de ça, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux aussi, et quand on fait du conseil, on a beaucoup plus de flexibilité quant à ces périodes de vacances, au sens période vide ou qu'on peut remplir comme on le veut, par exemple en travaillant sur d'autres projets. Et pour l'instant, j'ai travaillé à 100 de mon temps, donc je n'ai pas eu, l'opportunité, de faire autre chose que mes missions, mais je sais que ce sera beaucoup plus facile que si je suis salariée à temps plein en CDI dans une grosse compagnie. Et tu le disais, tout à l'heure, hein, tes acteurs, c'est principalement des réassureurs, mais là, tu dis qu'en fait, tu as un peu cet aspect de flexibilité, en tant qu'indépendant. Tu envisages quoi pour la suite, pour ton cabinet? En fait, d'autres missions, toujours sur un peu de réassurance ou comme tu disais là, tu avais une appétence quand même pas mal sur la partie, finance, la partie trésor et cetera. C'est des aspects qui pourraient t'intéresser de sortir un peu du spectre de la réassurance, mais d'aller dans, je sais pas moi, l'industriel ou d'autres secteurs un peu comme ça? Ça pourrait t'intéresser? Oui, c'était ce qui avait motivé, mon changement de poste, mon dernier changement de poste, puisque, la trésorerie, c'est quelque chose qui est très, transversal, d'une certaine manière et donc après, des années sur, des fonctions business, enfin finance, mais liées au business, j'avais envie, de revenir un petit peu, sur des fonctions un peu plus, centrales et qui puissent être réplicables dans n'importe quel secteur d'activité. Donc en théorie, je peux tout à fait aller dans des, services trésor, dans d'autres secteurs d'activité. Bon, c'est vrai que la réassurance, c'est quand même tellement passionnant. Si je trouve en réassurance, j'irai aussi en réassurance, mais j'aime bien en fait garder mes options ouvertes. Alors maintenant, parlons du vrai sujet, ce qu'est la réassurance. Alors moi, je me suis amusé, j'ai demandé sur l'IA de me définir la réassurance. Alors, ChatGPT, hein, donc du coup, elle m'a défini ça comme étant donc la réassurance est un mécanisme par lequel une compagnie d'assurance appelée cédante transfère une partie des risques qu'elle a souscrits à une autre compagnie appelée réassureur. Ce procédé permet à l'assureur direct de limiter son exposition au sinistre important et de mieux gérer sa solvabilité. En d'autres termes, la réassurance agit comme une assurance des assureurs, permettant de mutualiser les risques à une échelle plus large et d'assurer la stabilité financière du marché de l'assurance. Elle peut être, grand sujet, proportionnelle, le réassureur prend un pourcentage fixe des risques, ou non proportionnelle, le réassureur devient au-delà d'un certain seuil de perte. C'est marrant parce que c'est vrai que je lisais un bouquin sur les grands principes de l'assurance, et la réassurance était un point clé pour tous les assureurs, pour en tout cas s'assurer des risques les plus importants qu'ils peuvent avoir, notamment les risques d'incendie ou là, par rapport au climat aussi, et cetera. Donc c'est pour ça que c'est un épisode que je voulais absolument faire, parce que c'est un point clé pour les assureurs, je pense, surtout sur l'IARD. Alors pour toi, bon, je pense que c'est une grande question, mais pourquoi les assureurs mettent-ils en place des traités de réassurance entre eux? Alors, déjà ChatGPT, va peut-être être mon prochain collaborateur. Semble connaître la réassurance. ChatGPT donc a eu raison, sur 2 sujets. Enfin, il a eu raison sur tout. Il n'a pas dit d'erreur dans ce que tu viens de me dire, mais il a oublié un autre aspect qui est moins connu de la réassurance. Donc pour reprendre les 2 premiers,
Alors, tout d'abord, il a parlé de l'assureur qui s'appelle cédante, qui cède les risques à un réassureur, mais il n'a pas parlé aussi du processus par lequel le réassureur cède lui-même des risques à un autre réassureur Mmh. qui s'appelle le rétrocessionnaire. Donc il faut savoir qu'en fait, souvent, la cession de risque ou la cession de portefeuille, elle ne se fait pas qu'une seule fois. C'est-à-dire que le réassureur va regarder son portefeuille de risque et lui aussi le transmettre si, ça ne correspond pas à son profil, d'appétence au risque. L'autre chose donc, le principal, effectivement objectif de la réassurance, c'est le transfert de risque. En cas, de cumul ou en cas de gros risques, donc les gros risques climatiques, ça en ce moment tout le monde en parle, c'est clairement, une préoccupation, parce que les assureurs, ne peuvent pas forcément supporter, le coût des tempêtes, des ouragans et cetera. Il y a aussi le risque cumul en fait, qui est, à apprécier. C'est-à-dire que par exemple si AXA accepte tous les risques de la tour Montparnasse en habitation, par exemple, et qu'un avion rentre dans la tour Montparnasse, AXA va devoir payer tout seul s'il n'est pas réassuré. Donc évidemment, là, risque de cumul, on a, tous les risques, localisés qui peuvent s'activer en même temps, donc très mauvais pour l'assurance puisque l'assurance, le principe, c'est la mutualisation, donc aucun effet de mutualisation, en l'occurrence, donc il va céder ses risques. L'autre point que tu dois connaître par cœur en tant que chargé de solvabilité, c'est l'allègement de la solvabilité puisque un assureur, il a une sorte de sélection des risques en fonction de sa tarification, mais avec le processus de souscription qui est en général très automatisé, il y a un moment où peut-être qu'il va accepter énormément de risques qu'il ne voulait pas, qui va peser sur sa solvabilité et donc le moyen de se libérer de ce poids, c'est de céder, l'excédent pour que, Mmh. son ratio de solvabilité revienne dans des marges, acceptables, telles que définies par son plan stratégique. Et l'autre point que très peu de monde a en tête, c'est tout l'aspect commercial. Parce que, le réassureur a une, technicité et a beaucoup, met beaucoup d'efforts dans tout ce qui est recherche et développement sur, soit des risques émergents, soit sur des risques plus classiques, mais comme ils ont, beaucoup de enfin la globalisation et la mutualisation chez un réassureur, elle est aussi fondamentale, voire plus que chez un assureur. Donc, ils ont, des compétences techniques qui permettent à un assureur, s'il veut se lancer sur une nouvelle ligne de business, de pouvoir être accompagné. Par exemple, et un petit assureur qui fait, je ne sais pas, de l'assurance habitation et qui veut se lancer sur le risque cyber, par exemple, et il ne connaît rien au risque cyber. Tout le monde sait actuellement que c'est un risque très difficile à tarifer. Donc, que va-t-il faire? Il va potentiellement se tourner vers un réassureur qui, lui, a fait des recherches depuis des années pour essayer de tarifer au mieux et d'avoir une sorte de méthodologie de tarification sur ce risque, qui a peut-être déjà une expérience en la matière, même sûrement, et il va l'accompagner dans toute sa mise en place, de tarification technique, voire même il va lui proposer de lui céder une partie de son portefeuille pour l'accompagner le temps, qu'il se fasse les jambes ou la main sur le sujet. Et donc il y a vraiment un accompagnement au niveau de la construction des produits par les réassureurs. Et ça, c'est une partie qui est beaucoup moins connue, y compris au sein des compagnies de réassurance. Moi, c'est en discutant avec les souscripteurs, que, j'ai appris cet aspect, du métier. C'est vrai que tu parlais sur la partie solvabilité. Voilà, j'ai certains cas, bon, c'était plus au niveau de la déchéance massive avec la réassurance mass lapse sur l'assurance vie, où souvent ils le mettent en place aussi, pour, l'impact solva, mais aussi en cas de rachat massif, avec les temps qui courent et cetera. C'est vrai que souvent, si tout le monde rachète en même temps, est-ce que l'assureur est capable du coup de payer tous ses engagements pour ses assurés? Il y a ça aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sujet très important, mais j'avais lu un article là-dessus, comme tu disais là, où, pas mal de réassureurs aident des assureurs du coup à se lancer sur des nouveaux contrats, parce qu'ils ont l'expertise. C'est très intéressant ce que tu disais. En plus, j'écoutais récemment,
Stoic, qui parlait des risques cyber et qui était vraiment le moi je pensais pas que c'était aussi, ça impactait aussi énormément le quotidien des boîtes, la cybersécurité. Parce que c'est vrai qu'on en enfin, on en entend des fois par moment quand tu as des grosses compagnies qui sont vraiment touchées et du coup, il y a un vrai impact d'image et cetera, donc ça sort. Mais en règle générale, enfin, j'en entends pas trop parler et dans cet échange-là, il faudra que je retrouve l'épisode, je sais plus si c'était, je le mettrai en lien dans la description, mais c'était vachement intéressant parce que du coup, il parlait, comme tu disais, qu'il aidait des alors, c'était plus des entreprises très généralistes, là, on parlait pas de réassureurs et cetera. Mais en tout cas, il parlait des risques cyber et de ce qu'ils pouvaient offrir. Toi, tu as déjà travaillé sur des contrats de réassurance sur des trucs cyber ou pas du tout? J'ai été sollicitée dernièrement, donc pas directement, mais j'ai été sollicitée, récemment par quelqu'un qui cherchait, donc une entreprise qui cherchait à s'assurer, donc là on parle pas de réassurance, on parle d'assurance, directe, mais pour les entreprises, contre le risque de fraude au président. Donc, le risque de fraude au président, pour rappel, c'est, quand quelqu'un, un fraudeur se fait, passer pour le président et demande à ce que, la personne tient les cordons de la bourse, paye immédiatement et sans délai une grosse somme parce que nous sommes dans l'urgence, blablabla, blablabla. Et ça, c'est un risque qui est de plus en plus difficilement assurable, justement, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de fraude au président. Et dans le cadre de mes fonctions, de trésorière, chez SCOR, j'avais été vraiment largement sensibilisée au sujet puisque, évidemment les trésoriers sont, les cibles favorites, Mmh. des fraudeurs, des cyberattaqueurs. Il me semble, alors je voudrais vraiment pas dire de bêtises, mais je crois que 25 des entreprises ont fait l'objet d'une, cyberattaque ou, d'une tentative, de fraude de ce type. Et pas forcément les plus grosses, en fait. C'est-à-dire que souvent ils, visent les petites entreprises qui ont moins de contrôle interne et qui sont donc des cibles faciles et finalement ils font leur beurre, sur le volume plutôt que sur le montant. Mmh. Mais à vérifier. En tout cas, c'est clairement un risque émergent et moi je suis pas assez proche du business, pour avoir travaillé, directement dessus, mais c'est quelque chose, dont on parle dans toutes les compagnies. Ouais, je viens de retrouver, c'est le podcast Sur le fil avec, Ségolène Moutarde qui avait interviewé du coup Jules Verrat et Stoic face aux hackers. Ouais, c'était les cyberattaques, c'était vachement intéressant, ouais. Mais c'est vrai que souvent, ils disaient que c'était comme tu disais, c'était les PME, en fait, les petites boîtes qui se faisaient avoir parce qu'ils avaient pas des on va dire, un IT assez fort et des sécurités assez élevées en fin de compte, hein, puisque ça Ouais. leur coûte trop cher et puis il y a pas un grand intérêt pour eux puisque c'est pas vraiment leur business quand tu es une petite PME. Et donc du coup maintenant, entre l'assurance vs la réassurance, pour toi, c'est une opposition ou une alliance entre les 2? Alors, c'est une relation commerciale, donc toute relation commerciale peut avoir, des difficultés ponctuelles avec, des réassureurs qui ne veulent pas payer les sinistres, et donc des assureurs qui se plaignent. De la même manière que les assurés se plaignent des assureurs qui ne veulent pas payer des sinistres. Mais globalement, moi je vois ça vraiment comme une alliance puisque les uns rendent service aux autres. Et d'ailleurs, globalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toute l'économie finalement repose sur, est permise par cette activité. Par exemple, les JO de l'année dernière n'auraient jamais été rendus possibles s'il n'y avait pas toute cette structure d'assurance et de réassurance derrière. Parce que, imaginons, qu'il y ait un covid bis ou quelque chose comme ça et qu'on ne puisse pas faire, les JO ou alors qu'il y ait un attentat ou je ne sais pas, n'importe quoi qui n'aille pas bien. Ce sont des pertes énormes pour les acteurs économiques qui gravitent autour, de l'événement. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ne vont pas avoir envie de se lancer là-dedans. Si le risque est vraiment trop grand et qu'ils n'ont pas de filet de sécurité, ils ne vont jamais vouloir se lancer dans une entreprise pareille.
Donc ça veut dire que le fait d'avoir cette, certitude que ça va bien se passer, même si quelque chose ne se passe pas bien, parce qu'ils ne vont pas devoir contribuer jusqu'à la fin de leur vie, à, des pertes financières, qui ne sont même pas de leur fait. Mmh. Et ça permet vraiment l'activité économique. Donc la réassurance est clairement l'allié des assureurs et même dans l'aspect, commercialisation dont on a parlé tout à l'heure, voilà, c'est un partenariat et quand c'est un partenariat, c'est une situation gagnante pour les 2 parties. Et tu as vécu, toi, des difficultés, quand tu es assureur, et que tu as de la réassurance, de récupérer les datas, en fin de compte, auprès de ton réassureur? Parce que souvent, en fin d'année, bah, c'est les grandes difficultés, tu dois sortir tes comptes. Moi, je sais que j'avais vécu quelques arrêtés de clôture où souvent tu avais les nantissements ou la trésor qui va derrière et cetera. Souvent, c'était compliqué d'avoir, en temps réel, si je puis dire, le montant de la réassurance et des fois, il y avait des décalages temporels, si je puis dire. Ça, c'est des sujets, de difficultés que tu as rencontrés en tant que consultant ou autre? Ou pas du tout? En tant qu'opérationnel, oui. Nous, chez les réassureurs, on est extrêmement habitués, au fait de ne pas avoir une data actualisée. On a 6 mois en moyenne, de décalage entre, les comptes et puis, le moment qu'on regarde en quelque sorte. Donc pour le 31 décembre, par exemple, les comptes du 31 décembre, on les obtient au mieux le 30 juin. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc, dans tout ce qui est comptabilité de réassurance, tu as une très grosse proportion d'estimation. C'est vrai aussi en assurance, mais c'est encore plus vrai en réassurance et donc on est complètement habitué à vivre avec ces estimations. Donc je pense que pour nous, c'est moins, difficile à intégrer que Mmh. quelqu'un qui est au niveau de l'assureur et qui est peut-être plus habitué à avoir des datas un peu plus up to date. Mmh. Mais ça, c'est vraiment très classique. Après, il y a la qualité aussi, des données. Donc, ça, je sais qu'il y a certains, assureurs ou mutuelles en particulier, encore dans une période récente, qui envoyaient leurs données en PDF. Donc, recevoir les comptes en PDF, c'est assez pénible quand on est de Ouais. l'autre côté. Donc on a une hétérogénéité, en fait, des données qui arrivent et qu'il faut retraiter et ça, c'est beaucoup de travail, pour les équipes, de gestion. Enfin, je ne doute pas que ça va évoluer prochainement avec toute la data, mais clairement, c'est quelque chose, qui existe encore. On a encore énormément de nettoyage de données et cetera. Ouais, c'est vrai que par mon expérience, souvent, c'était un peu de l'estimer et après, tu avais une annulation, si je puis dire, hein, pour repasser le réel en cours d'année sur ces aspects-là et c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu fasciné parce que des fois, tu vois des assureurs qui ont des traités de réassurance, mais multiples, qui datent des années, j'ose même pas dire parce que ça a été créé il y a réussir à suivre tout ça, parce que c'est un traité, moi, qui l'ai lu, hein, déjà une fois, c'est un peu lunaire des fois, enfin, pour comprendre un peu le doc qui est rempli et le contrat que tu as vraiment avec le rassuré. Après de voir réellement, concrètement ce que c'est dans ta compta, parce qu'après c'est ça, ça vit en cours d'année et des fois, bah, quand ça vit, il y a forcément des difficultés en cours d'année. Soit tu vas avoir, ton réassureur qui va changer, qui va se faire racheter par une autre boîte, donc du coup après, tu as peut-être des changements, tu perds ton interlocuteur et cetera. Moi, c'est quelque chose que je trouve ça assez fascinant que ça arrive à vivre comme ça dans la durée, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir et en même temps, ça me pose quand même quelques questions par moment de se dire: «Mais, comment tu arrives à suivre tout ça en fin de compte?» parce que des fois dans les boîtes que j'ai vues, tu avais quelques traités, mais là quand tu parles d'un réassureur, il doit gérer combien de traités en règle générale? Une moyenne, si je puis dire? Alors si tu parles en termes de nombre de traités, le Ouais, volume est bien moindre qu'un assureur. d'accord. Parce qu'on couvre, sauf si c'est une facultative, c'est-à-dire, une police en particulier qui est cédée par l'assureur. En général, on nous cède un portefeuille de police. Mmh. Donc, si on te cède un portefeuille de police, tu vas couvrir, je sais pas moi, tu peux couvrir 100 000 polices avec un contrat de réassurance Mmh. et en fonction de tes exigences, donc là, c'est toi qui demandes en fait, le niveau de détail du portefeuille que tu veux pour apprécier si, l'assureur a bien fait son travail de calcul de risque. Mais parfois, en fait, tu n'as pas de données.
tu n'as pas de données individuelles du portefeuille de l'assureur. Donc en fait, tu ne sais pas, tu reçois 10 000 de primes et tu ne connais pas le sous-jacent. Tu ne sais pas, c'est, voilà, monsieur untel, qui a souscrit pour, 10 000 €, monsieur bidule et cetera. Tu ne connais pas nécessairement, tous les détails qui sont derrière ta police. Ça dépend, par exemple, c'est le cas de tout ce qui est, contrat groupe en vie. Les contrats groupes, c'est une boîte noire et c'est aussi pour ça que la collaboration entre les assureurs et les réassureurs, est importante et souvent le réassureur fait des audits chez ses cédantes OK. pour voir, en fait, comment est-ce qu'il gère son portefeuille? Quelle est sa politique de sélection? Comment est-ce qu'il administre ses traités? Est-ce qu'il y a des risques, en fait, de mauvaise évaluation des engagements? Mmh. Et en fait, s'il considère que tout est bien géré, c'est un énorme, enfin, il se sent beaucoup plus en confiance par rapport aux engagements qui sont cédés et potentiellement va demander moins de détails, quant aux sous-jacents cédés. OK. Par contre, si par exemple, c'est géré n'importe comment, bon, il est possible même qu'il y ait plus de business. Ou alors il va faire des préconisations, sur, la manière dont, ce serait bien qu'il, améliore la gestion, de son portefeuille. Ah oui, ça c'est je savais pas du tout qu'il pouvait faire ça en fin de compte, que le réassureur pouvait aller chez sa cédante et du coup aller regarder, concrètement est-ce que mon gars, est-ce que voilà tu fais bien le taf, tu me racontes pas du bobard, sur les contrats que je gère et que je touche, je sais pas là, j'ai un engagement de 10 millions. Est-ce que dans les 10 millions c'est bien géré quoi? Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Bah, en tout cas, en France, je sais qu'on l'a fait. Aux États-Unis, ça, je discutais régulièrement avec les personnes qui allaient faire les audits. Donc, je suis certaine que ça se faisait de manière régulière aux US et d'une certaine manière, ça a du sens parce que Mmh. en fait, l'assurance ou la réassurance, mais encore plus la réassurance puisque, c'est, à un niveau plus agrégé. Il faut vraiment comprendre le risque que l'on souscrit. Sinon, on fait une mauvaise évaluation des engagements et on ne demande pas la prime appropriée. Donc, le fait, de comprendre au mieux le risque et comment il est maîtrisé chez celui qui nous transfère le risque, c'est très important. Et tu as déjà vécu, ça une sous-évaluation si je peux dire? Tu constates une sous-évaluation, je sais pas moi, après X années et là tu te dis, bah, en fait le contrat ça se passe comment? Tu dois le réadapter, Alors soit tu négocies, avec, ta cédante de repayer un morceau de prime. OK. Donc, tu peux refaire payer, des primes à la cédante, mais enfin à condition qu'elle accepte, hein, évidemment. Sinon, enfin ça c'est du coup une question de négociation. Bah, sinon potentiellement tu perds sur ce traité. Donc tu vas honorer les sinistres qui vont arriver, tu vas reprendre des provisions qui étaient sous-provisionnées, Mmh. donc qui ne vont pas couvrir le sinistre. Donc globalement, tu seras en perte sur ce traité. Parce que là, on peut penser, typiquement sur le réchauffement climatique, tu vois? C'est des traités ont été faits il y a, je sais pas, des années en arrière où il y avait pas de problématique. Bah, je pense que la prime, elle était, bien évaluée. Mais là, maintenant, comme il y a des conséquences beaucoup plus élevées, c'est vrai que cette sous-évaluation, ça peut vite impacter, les rassureurs si au final, Oui, alors pour, les risques climatiques, en fait, tu as une distinction entre les catastrophes naturelles et puis le risque climatique, classique, j'ai envie de dire, mmh, enfin qui n'est pas reconnu comme catastrophe naturelle. Le régime CatNat, il est déficitaire en France. Donc, je crois que cette année, ils ont augmenté la portion de primes, donc, dans les contrats, je crois que c'était je sais plus exactement les pourcentages, mais il me semble que c'était 18 avant et je crois que c'est passé au-dessus de 20. Je me souviens, enfin, je suis pas spécialiste du sujet, mais je sais que en fait, le régime terrorisme et le régime CatNat, ce sont 2 régimes qui sont ultimement pris, par l'État, finalement. Enfin par exemple, le régime terrorisme, tu le système,
Gariat en France et c'est rassureur d'État. En gros, la CCR, il me semble sur les 4 nat, est très présente aussi. Donc au final, ce sont des réassureurs adossés à l'État. Le régime terrorisme, il est positif. Par contre, le régime 4 nat, il est négatif. Bah, évidemment, vu toute l'actualité qu'on entend Mmh. depuis, plusieurs années maintenant, ça n'est pas étonnant et donc ça veut dire que, les primes, vont augmenter ou alors les gens ne vont plus être assurés. Mais il y a un moment, voilà. Tu avais des collectivités locales là qui arrivaient plus à s'assurer, qui sont dans des zones à risque. Mais ouais, ce que tu disais là, je suis allé regarder vite fait, c'est ce qui est bien dit, c'est à partir du 1er janvier 2025, tu vois, ça passait de 12 à 20 sur les contrats d'assurance, dommages aux biens, donc habitation, professionnelle. Et puis par contre sur les contrats auto, c'est de 6 à 9 ouais. Donc 12 plus 6, ça fait 18. Ouais, Donc c'était le 18 que j'avais en tête. ouais, c'est donc là ça passe à 29 quoi, en gros. Ouais, donc c'est aussi pour ça que les assurés ont vu une augmentation significative de leurs primes habitation notamment. Ça va de pair avec la conjoncture quoi du moment, hein, conjoncture environnementale du Mmh, moment. tout à fait. Au cours de ta carrière chez Score, tu as été, en France, mais aussi à New York. C'est ce que bien que tu me l'avais évoqué, Financial Planning Analysis. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Alors, quand je suis arrivée chez Score, j'étais en consolidation, donc pas du tout enfin la consolidation n'a rien à voir avec le business. Moi, j'ai changé de secteur d'activité puisque avant j'étais en audit sur industrie service, pas du tout assurance-réassurance, ni banque. Donc si je suis venue dans ce secteur d'activité, c'était pour le découvrir. Du coup, j'ai demandé une mobilité interne pour me rapprocher des divisions business et il se trouve que cette opportunité, a été, à Dallas d'abord. Donc j'ai passé presque 1 an à Dallas et en fait, il s'est trouvé que d'un point de vue, conjoncturel, Score a eu une énorme, enfin restructuration aux États-Unis. Nous avons déménagé de Dallas à New York. On a perdu 80 de l'effectif, à cette, occasion et donc à New York, nous avons réembauché avant de devoir déménager à Charlotte où, entre-temps, nous avons perdu 50 de l'effectif de nouveau. Bref, ce fut très, hectique, comme on dirait in English. Dans tout ça, donc j'ai dû apprendre en accéléré ce qu'était la réassurance vie puisque, Score, là-bas, j'étais pour, le business, vie et j'ai construit en fait, la fonction, FP&A, c'est-à-dire, analyse de gestion slash contrôle de gestion, qui auparavant était faite, par le directeur financier, mais vraiment de manière, très light. Donc très brièvement, ça consistait à préparer le plan opérationnel, c'est-à-dire combien va-t-on faire de primes, décliné par, ligne de business, zone géographique et cetera. Enfin primes slash résultats techniques Mmh. évidemment, life margin et cetera Mmh. et ensuite construire la donnée, c'est-à-dire pendant les arrêtés, comparer les résultats, en tout cas la prévision de résultats avec ce plan. Donc c'est chez Score, on appelait ça, l'atterrissage. Mmh. Donc c'est vraiment, une analyse de variance entre le plan et les résultats. Donc à chaque fois qu'il y a un écart, pourquoi? Comment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, pourquoi? Et faisons mieux et cetera et ensuite tout le reporting, préparation des boards, le reporting dans toutes les normes, IFRS puisque Score, reporte en IFRS, Ouais, bah, ouais. French parce que c'était une filiale d'une entité française, statutaire américain puisque, comme tu le sais sûrement, une assurance ou enfin un assureur ou un réassureur intervient dans un endroit toujours avec une licence. Ça Mmh. ça s'applique aussi aux réassureurs. Il faut avoir la licence d'opération sur un territoire pour faire ça et donc on est ensuite soumis à un régulateur local et ça, c'est partout dans le monde. Donc toujours dans ce secteur d'activité, il y a toujours une partie de reporting réglementaire et donc il y avait aussi la partie reporting réglementaire américain. Vraiment une expérience, très difficile à cause du contexte, mais du coup très enrichissante puisque, c'est dans les épreuves, qu'on apprend le On plus, apprend le plus, bah, oui. voilà et donc c'était vraiment l'épreuve du feu. Tu me parlais de marge avec la zone géographique. À titre de comparaison, est-ce que la marge en France des réassureurs et aux States, elle est identique ou c'est plus favorable aux États-Unis ou en France?
fait, la marge, donc moi j'étais sur le business vie, la marge, chez Score en tout cas, elle était on avait une cible. Mmh. C'est pas vraiment par zone géographique, c'est plus par, type de business. D'accord. Donc et c'est pareil pour d'ailleurs, pour le PNC. Donc on essaye de viser la même marge sur le même type de business, où que ce soit dans le monde. OK. Après évidemment, si on est sur, un marché qui est très, émergent, alors soit on va réduire les marges parce qu'on veut gagner des parts de marché, ou alors Mmh. comme il y a personne, on en gagne énormément et donc on n'a pas besoin de réduire les marges, on peut avoir des marges super confortables. À l'inverse, quand c'est hyper concurrentiel, peut-être que, naturellement, on va tirer un peu sur notre marge pour gagner des parts de marché. Enfin voilà, mais ça s'apprécie vraiment, plus, je pense, au niveau de la ligne d'activité plutôt que, la zone géographique. Et tu parlais du régulateur, américain, il est comme la CPR en France? Je crois que en fait, je crois que le pire régulateur, il me semble, c'est au UK. OK. En tout cas, de mes expériences, c'est là où vraiment et ceux qui ont des expériences internationales sur plusieurs régulateurs m'ont toujours dit: «Ah non, mais le régulateur UK, c'est le pire» et le régulateur américain, il est globalement, je crois que c'est comme la CPR, hein. Bon après, c'est leur rôle, hein, de s'assurer que les boîtes sont solvables après tout ce qui ça arrive qui avec les crises des subprimes et Tout tous à les fait. chocs qu'il y a eu au niveau finance et tout. C'est normal qu'ils soient C'est comme d'ailleurs ça, mais souvent ce que je dis, à des gens, enfin avec qui je discute, qui connaissent pas du tout le secteur de l'assurance et mmh. qui me disent: «Mais, est-ce qu'un assureur peut faire faillite?» Ouais. Et souvent je réponds: «Oui», mais en fait, la notion de faillite ne s'apprécie pas comme pour une société classique, parce que finalement la faillite d'un assureur, c'est quand il est en dessous de sa marge de solvabilité acceptable. C'est Mmh. rarement quand il a des capitaux propres négatifs, par exemple. C'est plus quand il est plus capable de en fait, quand il n'est plus capable de faire face à ses engagements futurs, là, il est en faillite. Mais comme de toute façon, les portefeuilles sont repris par d'autres, assureurs, en règle générale, ou en tout cas, ils gèrent le run-off, il y a pas de normalement pas de faillite des assureurs. Ouais, c'est des craintes qu'on peut avoir, hein, des fois par rapport à ça. Mais je crois qu'il y avait un assureur luxembourgeois là, comment il s'appelait? FWU, Life Insurance Deluxe SA. Je crois qu'il a fait, enfin faillite, enfin en tout cas qui était insolvable. Il y avait eu un article comme ça de la CPR, je crois que ça touchait à peu près 30 000 contrats en France, de mémoire. Mais bon, après, c'est vrai que comme tu dis, hein, Mais les polices n'ont pas été reprises? je connais pas bien le sujet, mais j'en avais entendu parler. Mais bon, c'est vrai qu'en France, pour qu'un gros assureur soit, insolvable, s faut quand même, enfin voilà, en termes de conjoncture économique ou autre, je trouve, enfin moi qui le vis depuis à peu près 9 ans, comme tu dis, que ça soit le régulateur, UK ou aux US ou en France, enfin ils sont quand même, ils s'assurent quand même, moi qui ai pu interagir, avec la CPR, ils s'assurent quand même pas mal que les datas que tu mets dans tes reporting ou autres, enfin ils sont quand même présents et ils contrôlent, vraiment que l'assureur, se respecte à la réglementation en tout cas et que les datas, sont bien en phase avec sa conjoncture, économique de l'environnement, mais en même temps son business actuel, quoi, hein. Mmh, tout à fait. Et maintenant, bon, on va changer un peu d'univers, de réassurance, mais si tu devais associer, une chanson à ton parcours professionnel, quelle serait-elle? Je pense, Stronger de Kelly Clarkson. Donc c'est une chanson qui est sortie quand j'étais aux États-Unis et que j'écoutais pendant mon 1 heure, 1 heure 30 de transport aller et en gros dedans ça dit, «What doesn't kill you makes you stronger». Donc ce qui ne te tue pas, te rend, plus fort et cette, chanson m'a tenue, pendant de nombreux mois et finalement, Kelly, a raison. What doesn't kill you makes you stronger. Est-ce que tu as trouvé une différence de mindset entre les Américains et les Français? Il y en a plusieurs. Donc celle que
on a immédiatement en tête, c'est, la facilité, pour entreprendre, plein de choses et cetera. Beaucoup moins de barrières mentales et cetera. Moi, j'ai remarqué quand même, et ça c'est plutôt, au bénéfice des Français qu'on critique souvent, mais qui ne sont pas si mauvais, que, les Français, dans le cadre de l'entreprise, en tout cas en tant que salariés, ont beaucoup plus, de liberté, enfin en tout cas prennent beaucoup plus de liberté dans, l'exercice de leurs, tâches ou missions, que les Américains qui se cantonnent, énormément aux strictes limites de leur, job description. OK. Donc si ça n'est pas écrit dans la job description, je ne le fais pas OK. et je ne te dis pas qui va le faire, j'en ai rien à foutre. Tu te Ça sent le débrouilles. vécu. Alors qu'un Français, ça ne va pas forcément être dans les limites de son poste, mais si le sujet est intéressant, il va vouloir t'aider à, trouver une solution. Donc soit trouver quelqu'un qui va t'aider à le faire, soit trouver la bonne personne, soit peut-être regarder, soit dans son expérience passée, il a travaillé dessus à la marge et il a quelque chose dans ses fichiers qui peut t'aider. Bref, il va être, sur le cas là, au taquet et cetera et je pense que ça vient du fait que, la relation, professionnelle est vraiment, beaucoup plus claire aux États-Unis. C'est-à-dire on est payé tant pour faire ça OK. et voilà. Alors qu'en France, on a des contrats qui sont quand même beaucoup plus, sécurisants parce que souvent, contrat à durée indéterminée, qu'on peut pas rompre, comme ça très facilement. Parfois des gens qui ont beaucoup d'expérience ou, comment dire? D'ancienneté dans une, entreprise et donc qui se sentent un peu chez eux. Enfin, c'est un peu, ils ont contribué, ils ont presque sué sang et eau pour cette entreprise, donc ils se sentent vraiment partie prenante de cette entreprise. Il y a beaucoup plus, de mon point de vue, d'engagement personnel dans l'entreprise en France qu'aux États-Unis où la relation, elle est beaucoup plus claire. Mmh. Il y a beaucoup moins d'affect, voilà, il me faut une procédure pour faire ce travail. S'il y a pas de procédure, bah, je le fais pas parce que ça ne rentre pas, dans le cadre de ma mission. Enfin, voilà. Donc, c'est 2 manières de voir, complètement différentes. Et t'as une préférence de bosser plus avec des Américains ou des Français ou? Alors l'avantage de la réassurance, c'est que c'est tellement international que tu travailles avec énormément de nationalités et donc dès que tu en as marre avec l'une, tu tu peux compenser avec une autre et du coup, tu finis par te dire: «Ah mais c'est bien cette diversité parce que, je ne subis pas, les défauts des uns, tout le temps et voilà et j'ai les qualités de tous à tout moment». Donc franchement, je j'ai pas vraiment de préférence. Chacun a vraiment, ses travers et ses qualités, hein. Et là, avec, ton cabinet de conseil, tu continues à bosser avec des Américains ou? Oui, bah, là, je travaille, avec des Américains, des Anglais, des Irlandais. Heu, du fait que c'est un réassureur certes bermudien, mais qui a quand même eu toute son histoire aux États-Unis. Donc, le centre, névralgique, il est aux États-Unis Mmh. et ensuite le centre névralgique, européen, il a commencé en Irlande avec une équipe qui est basée au UK. Donc, c'est pour ça que je travaille avec des anglo-saxons pour le moment. Au cours de ta carrière, tu as rencontré des difficultés, des réussites ou autres? Et comment tu as fait pour les surmonter? Parce que je vois que tu es quand même parti aux US. Je pense que ça a dû être un vrai challenge. Tu as dû rencontrer des difficultés, mais aussi des réussites, ça c'est sûr. Comment tu as surmonté tout ça? Le pire, bon, de ma carrière, ça ce le pire et le meilleur, ce fut vraiment cette expérience aux US, pas à cause des US,
plus parce qu'on m'a fait déménager 3 fois en 3 ans. On m'a fait travailler, sur des problématiques que je ne connaissais pas du tout la veille, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire et donc ça, bah, ça te permet vraiment, d'aller au-delà de tes limites. Donc ce fut très éprouvant, mais en même temps, j'ai gagné, enfin ce que j'ai fait en 3 ans, je l'aurais fait peut-être en 10 ans Mmh. ailleurs. Donc c'est vraiment et comment est-ce que, alors ma manager là-bas, la CFO, de de l'entité, elle me disait toujours quand elle voyait que je commençais à un petit peu à déprimer, elle me disait: «Suck it up», ce qui veut dire, en gros, voilà, avale le truc, et enfin, en gros, tiens bon, quoi. Mmh. Quelque C'est un peu la mentalité des fois, US quand j'écoute des, podcasts ou autres, les mecs sont quand même, faut taffer, faut charbonner, tu vas au front, quoi. Souvent on peut-être qu'on a un peu moins cette mentalité des fois, en France, je sais pas. Mais en tout cas, l'expérience que tu me dis là après peut-être qu'on l'a moins comme tu l'évoquais, on a des contrats qui sont assez plus sécurisants alors qu'aux US, du jour au lendemain tu peux partir. Donc en fin de Mmh, compte, faut que tu prouves aussi, je pense, il y a une certaine, aspect-là de prouver à ton employeur que tu es capable et tu es mieux que l'autre et tu vas mieux surmonter les difficultés que la personne qui bosse à côté de toi. Donc c'est vrai quand tout tu à dis fait. l'aspect challengeant et que ce que tu aurais appris, en 10 ans, tu l'as appris en 3 ans, c'est, ouais, c'est, une belle image en tout cas. C'est vrai que c'était ils ont un peu cet aspect, voilà, on va au charbon et cetera, parce que, ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent partir, Mmh. dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec des problèmes, de personnel? Bon, pour passer de Dallas à New York, c'est parce que les gens se sont fait licencier, mais de New York à Charlotte, c'est parce que les gens sont partis. Mmh. D'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en plein arrêté, il y a quelqu'un qui appelle, je sais pas moi, le directeur des comptabilités qui appelle et qui dit: «Je ne viens plus» OK, ouais. et voilà et peu importe qu'il faut rendre la copie au régulateur demain. On s'en fout. Il en fait, il dit: «Je ne viens plus, je ne viens plus». Mmh. Ouais, Donc ouais. c'est pour nous Français, moi j'étais, bon, quand on arrive au 50e qui fait ça, c'est business as usual. Mais le premier, mais je n'en croyais pas mes yeux. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que souvent on a tendance à dire que le pouvoir de force il est côté employeur, mais là-bas en fait comme tu le disais là, enfin moi je l'avais pas trop en tête, mais il est des 2 côtés. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne, qui est au board avec un poste clé si je peux dire, du jour au lendemain dire: «Bah en fait les gars, demain je suis pas là, donc vous vous démerdez», Voilà, ouais, ouais. donc c'est challenging pour les entreprises aussi. Tu aurais un livre à nous partager, un podcast qui t'a aidé en tout cas pour, dans ton parcours professionnel ou même personnel? Je suis une très grosse consommatrice de podcasts, comme ça que j'ai découvert le tien. Alors moi je suis, particulièrement, en plus du tien, 3 podcasts qui sont très connus. C'est, Génération Do It Yourself, de, Mathieu Stéphanie. Mmh. J'adore aussi les podcasts de Pauline Léniaud, parce que, elle est, multi-entrepreneuse et donc pour moi, c'est vraiment, un peu un modèle, on va dire. Et puis j'écoute aussi, les podcasts d'Aline Bartoli qui fait, The Bee Boost, qui est beaucoup plus côté entrepreneur, mindset entrepreneur et Ah je cetera. connais pas celui-là. C'est une ex-freelance, donc elle est très positionnée sur du B2C freelance, mais c'est assez intéressant, pour les entrepreneurs et en plus elle est très structurée et cetera, donc j'y trouve beaucoup de valeur et en termes de lecture, donc j'adore lire aussi.
Et en termes de lecture, j'ai, plusieurs références dans ma bibliothèque. L'un, c'est, Getting Things Done. Je ne sais pas si tu connais cette méthode. C'est une méthode d'organisation, méthode GTD, OK. qui en gros, alors est très, très efficace, qui te permet d'avoir, plein d'activités en parallèle parce que ça te subdivise en fait, un gros projet en plein de petites activités, puis en tâches que tu places dans ton calendrier, que tu fais «sans réfléchir» entre guillemets et OK. à la fin de l'année, tu ne sais pas comment, ton projet est terminé. Très efficace de C'est, mon une point de pépite vue. le bouquin. Après, en termes de j'aime bien, 2 livres sur l'entrepreneuriat. Il y en a un qui est très connu des écoles de commerce qui s'appelle, Stratégie, Océan Bleu. Je ne sais pas si tu le connais? En On n'est pas gros, c'est sûr. sur la différenciation, heu, l'océan bleu par rapport à l'océan rouge. L'océan rouge où, tu as plein, de concurrents, sharks qui se dévorent les uns les autres, d'où l'océan rouge et donc ton but, c'est d'être dans un océan bleu, c'est-à-dire tout seul à surnager tranquillement et pour OK, ça, donc il faut trouver ton positionnement. intéressant. Et le livre, décrit la méthodologie. Donc c'est un livre qui est quand même très adapté à ceux qui font des MBA. C'est très Mmh. théorique, mais tu trouves quand même des ressources intéressantes dedans et à contrario, il y en a un qui s'appelle «Le mythe de l'entrepreneur». Je ne sais pas si tu, en as entendu parler? Là, tu m'as Alors là, tu vas me qui est donner du bouquin parce que j'en connais aucun. extrêmement pratico-pratique. Il décrit en fait, le parcours, d'une pâtissière, qui veut vendre, ses pâtisseries. Et il y a 2 idées qui sont développées dans ce livre. La première idée, c'est qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, arrêter, d'être, toujours opérationnel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau visionnaire/stratégique, il y a le niveau managérial et il y a le niveau opérationnel. Quand on commence et qu'on est dans une entreprise, tout seul, on a tendance à être très opérationnel. Donc on n'a aucune vision et on ne manage pas son activité. Du coup, on stagne et OK. donc il faut réussir à être, alternativement dans la fonction de l'ouvrier, du manager et du président qui a la vision. Donc Mmh. ça, c'est la première idée et la deuxième idée, c'est celle, sur, tout ce qui est processus, franchise même. Pour lui, en fait, il faut mettre un maximum de processus en place. Par exemple, si tu es, un commerçant, il faut écrire le discours de tes vendeurs quand quelqu'un arrive dans la pièce. OK. Moi, au début, j'étais extrêmement, dubitative Mmh. sur cet aspect des choses parce que je suis très partisane, on a un objectif, tu te débrouilles pour l'atteindre. Mais en fait, je suis progressivement en train de réfléchir à la question parce que, le fait de demander aux gens de faire exactement comme tu veux, peut potentiellement te mener là où tu veux, plus facilement. Mmh. Mais voilà, donc ça se discute un peu, mais ce sont les 2 idées, qui sont développées dans ce livre et qui est un très bon livre aussi, beaucoup plus facile à lire que Océan, bleu. Avec du recul, quels conseils aurais-tu aimé te donner en début de carrière? Alors, j'aurais aimé probablement me bouger un peu plus. Alors j'ai toujours beaucoup travaillé, mais je suis toujours extrêmement restée dans les rails. Pas dire. Finalement, je n'ose que depuis, bon, j'ai quand même osé partir aux US, mais finalement, voilà, j'aurais dû oser plus tôt, plus vite, sans me poser autant de questions et j'admire énormément, les gens qui le font et notamment, j'ai, une ex-collègue chez Score qui a lancé, sa start-up, dans le monde de l'assurance, qui vient en fait, de la finance. Donc c'est assez rare en fait que quelqu'un côté finance pure, translate sur du business pur. Elle a cofondé, Oracle Weather.
Je sais pas si tu en as entendu parler? C'est une start-up, qui, propose de l'assurance paramétrique contre le risque de pluie. OK. Donc par exemple, tu veux aller, faire, une activité avec, je ne sais pas, tes amis, ta famille, dans un parc d'attractions, par exemple. Évidemment, si tu déjà tu payes assez cher ton billet, donc si jamais il pleut, ton expérience risque d'être gâchée Ouais. et donc cette, société te propose, donc c'est intégré dans le parcours d'achat du prestataire, de payer un petit montant supplémentaire pour t'assurer contre le risque de pluie. Donc quelques heures avant ton activité, ils regardent et si il y a un risque de pluie de plus de, je ne sais pas, 50 par exemple, je ne sais pas quel est le paramètre, hein, qu'ils ont Mmh. choisi, tu es remboursé. Non, c'est intéressant. Pour tous ceux qui vont Ouais à Disneyland et qu'il pleut. et donc je trouve que c'est une idée super. En plus, ça m'a fait connaître l'assurance paramétrique que je Mmh. connaissais pas très bien. Ouais, c'est intéressant, je me suis jamais posé ça. L'assurance paramétrique, je regarderai, en tout cas, je regarderai la petite start-up là que tu m'as dit. C'est vrai que je pensais pas Bah, que l'assurance paramétrique, c'est l'assurance qui se déclenche non pas quand tu as un sinistre, mais quand tu mmh, as un paramètre qui est déclenché. Donc, tu c'est souvent sur les assurances climatiques, mmh, pour la sécheresse, pour la pluie, les intempéries et cetera. Si tu as un risque de pluie de 90 par exemple, hop, automatiquement, l'assurance s'enclenche. Tu OK. n'as pas nécessairement besoin qu'il pleuve réellement ou que tu déposes un sinistre, enfin, tu vois, tu as pas besoin de faire une déclaration de sinistre. Mmh. Se déclenche automatiquement. Oh, c'est intéressant, de s'être lancé, comme tu dis, quand tu es en finance, j'ai pas connaissance moi je vois pas trop de dans mon entourage des personnes en finance. Souvent tu restes assez en finance ou alors tu viens, CEO ou alors d'une start-up ou autre, mais tu es pas le Oui, c'est assez rare, Elle a cofondé ça avec, une actuaire, donc je pense qu'elles sont complémentaires. et tu as, dans ton secteur d'activité, ben, sur la réassurance, des enjeux que toi tu peux identifier, souvent IT ou autre? C'est vrai que là on parlait d'IA. Est-ce que toi en tant que, bah, sur les différents acteurs avec qui tu peux intervenir, est-ce qu'ils utilisent l'IA ou pas? Dans la réassurance, dans les calculs qu'ils peuvent avoir, dans leur stratégie? Alors de plus en plus, il y a des initiatives, dans les compagnies, qui réfléchissent justement à l'utilisation de l'IA dans les limites, en fait, enfin, de la confidentialité et Mmh. cetera. Mais souvent les moteurs IA, ils sont, protégés en fait, ils sont sur des clouds, personnalisés et cetera. Donc, je comprends qu'il y a pas trop la même, difficulté que quand nous, on va sur, ChatGPT et qu'on met des données, personnelles. Mais au-delà de l'IA, moi, il y a quand même un sujet qui me pose question, c'est que l'assurance, au sens large du terme, c'est vraiment une question de disponibilité de la data, Mmh. de qualité de la data et d'analyse de la data. Or, on est en train de parler, d'intelligence artificielle alors même qu'on n'a même pas encore résolu nos problèmes d'Excel. En fait, Ouais, j'ai ouais, l'impression c'est parfois qu'on met la charrue avant les bœufs et en gros, pour moi, il faudrait déjà que tous ceux qui ont besoin de cette data, c'est-à-dire tout le monde mmh. en compagnie d'assurance, ait une source, heu, en fait, homogène, conjointement partagée, identique pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, la donnée que j'ai, par exemple, au contrôle de gestion, c'est la même que celle que les actuaires ont reçue pour faire leur, provisionnement. C'est la même que toi, tu vas recevoir quand tu fais, ton reporting, réglementaire et cetera. Bref, Mmh. qu'on ait tous la même data, qu'elle soit de bonne qualité, qu'elle soit contrôlée et cetera et cetera et ça, en fait, pour l'instant, c'est pas, vraiment parfait, on va Mmh. dire. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça, je m'étais jamais fait, tu sais, le lien. C'est un peu comme, les voitures électriques, tu sais, tu dis où tu étais encore au diesel et après tu passes à l'électrique, mais tu avais pas encore les bornes électriques pour pouvoir rouler sur les autoroutes. Bon, là, tu as l'impression que c'est un peu le même, mais je m'étais jamais encore fait le lien. Bah, c'est vrai qu'entre l'Excel, j'avais fait un jour il y avait une conférence avec Cégide, Connexion Finance et le mec m'avait demandé,
«Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus?» ou «Qu'est-ce que vous voulez le plus?» En fait, je lui dis: «Bah, le jour où on arrêtera d'utiliser Excel, en fait». Ça, c'est en fait, j'ai l'impression que alors c'est sur mes fonctions, mais peut-être que c'est peut-être différent dans d'autres, mais on a plein de logiciels, que ça soit du reporting, de la consolidation des logiciels de conso qui remontent au groupe et cetera. Tout ça, c'est paramétré, mais à côté de ça, on utilise toujours Excel. Donc c'est et Mmh. tu auras toujours besoin d'Excel pour faire tes reports au niveau du board, pour faire des graphes ou autre parce que, tu as le DG qui veut ça, avoir une vision comme ça de ton résultat technique, ton analyse de marge et cetera. Mais c'est vrai que l'interconnexion, il est enfin, je pense que, en tout cas, hein, heureusement qu'il y a Microsoft Excel, on va pas se mentir. Mais je sais pas quand est-ce qu'il y aura une évolution majeure et on va plus l'utiliser. Malgré ça, il y a l'IA qui arrive qui je vois là, j'ai échangé avec des gens qui ont quand même des grandes fonctionnalités, hein. L'IA, ça va révolutionner, c'est sûr. Peut-être l'aspect client au début, peut-être chez les assureurs que dans la prod derrière, ou même si là, des fois, on entend quand même pas mal de que l'IA est utilisée pour analyser les risques, futurs ou autres ou les risques émergents et cetera. Bon, moi, c'est vrai que je la question que je me posais, c'est que moi, dans la prod actuelle, dans le réglementaire, l'IA, je l'utilise pas. Enfin ça là, pour le moment, pour moi, ça me bah, comme tu avais l'aspect qui est quand même assez données confidentielles, donc tu vas pas dire, «Bon, bah, en fait, je sais pas, foutre tes données confidentielles au niveau de ton best estimate, ta risk margin et cetera», ou tu vas pas le mettre ça à données publiques, si je peux dire. Même des fois, tu as quand même l'IA qui est en interne dans ta boîte, donc tu as quand même des aspects sécu, mais pour moi, c'est pas quelque chose au quotidien qui m'aide, professionnellement. Personnellement, bah, comme tu le disais, des fois, j'utilise ChatGPT pour avoir des questions, des étonnements, ça m'aide à bosser. Mais dans mon quotidien au niveau du boulot, comme tu dis, l'IA, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, ouais. Mmh. Ouais. Ça, Bah, c'est sûr qu'Excel, pour l'instant, n'a pas été 100 détrôné, hein. même si on voit quand même pas mal de Power BI, de Excel Query aussi qui ça par contre, traite de la donnée en masse énormément et ça aide beaucoup pour faire des reportings. Souvent moi je l'utilisais, hein, quand tu avais, des transparisations des actifs avec des lignes d'actifs énormes. C'est vrai que Power Query et cetera ou Power BI, ça aide beaucoup, mais ouais, comme tu dis, ça pourrait être un gros sujet de débat de se dire que les gens, parlent d'IA, de révolution, mais on est toujours là à utiliser Excel, à avoir des problématiques de données et de data. Heu, Mmh. c'est vrai que, par mon expérience, c'est le vrai sujet de débat, hein. C'est-à-dire que quand tu arrives en clôture trimestrielle ou annuelle, tu te lances dans la data et que tu as un fichier qui sera à la compta, un autre fichier qui est à l'actuariat, un autre fichier qui est à LM et après quand tu sors tes reports, tu veux cadrer, bah, pourquoi lui il a 1 million de plus? Pourquoi tu as 2 millions de moins? Et après tu auras Ah voilà. des échanges à chaque fois dans ton, business et dans les input modèles qu'ils peuvent prendre. Bah, oui, mais nous on considère pas ça, dans les autres provisions techniques alors que toi tu le considères dans tes provisions techniques. Enfin bref, c'est tout un débat, Ça, c'est une énorme source, de à mon sens, d'inefficacité mmh, et malheureusement, c'est partout vraiment. Mais, il y a des sociétés qui se sont développées sur ce secteur d'ailleurs. OK, J'en connais une qui s'appelle Happy Data, je ne sais pas si tu connais? Et l'objectif, c'est justement ça, enfin, c'est le middle office, en fait, qui récupère des données, des assurés, donc toute la data, que ce soit des données externes, des données internes, enfin et cetera, qui met ça dans des fichiers qui sont contrôlés, fiabilisés et cetera et ce même fichier, il est distribué à tous les acteurs de l'entreprise et OK. donc cette, entreprise, elle se charge, justement, bah, de gérer, l'harmonisation, enfin la construction, l'harmonisation de ces datas. Ouais, c'est Donc intéressant. ouais. Après, il faut aussi que côté assureur ou autre, accepte que ta tierce personne ou utilise ses données perso. Après, voilà et donc c'est à l'entreprise de dire, je crois qu'en l'occurrence, ils sont sur un cloud sécurisé, propriétaire, donc les données, elles ne partent pas sur Azure ou je ne sais où et puis, ils sont soumis au RGPD. Mmh. Ils suivent les règles. De toute façon, les règles du RGPD, elles s'appliquent à toi en tant qu'entreprise et à tous tes prestataires. Donc ils suivent, ils ont le une charte RGPD et voilà. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus?
Dans les années à venir? Écoute, dans les années à venir, comme je commence, entre guillemets «seulement mon activité» et que, par ailleurs, pour l'instant, je ne suis intervenue que chez un seul client, j'espère en trouver plein d'autres. En particulier en Suisse, parce que je me suis, translatée sur l'est, donc je suis maintenant à la frontière suisse et la Suisse, c'est quand même un gros marché pour l'assurance et la réassurance. Donc j'ose espérer de toute façon, la réassurance, c'est tellement international que c'est quand même assez facile de pouvoir exercer d'où l'on veut dans le Mmh. monde. Tu vas aller travailler chez, c'est quoi? C'est Zurich, Reinsurance là-bas, non? C'est ça, non? Ou Swiss Re, OK. 1er réassureur, mondial, il me semble. Je ne sais jamais entre Swiss Re et Munich Re Ah! qui est le premier, mais je crois que c'est Swiss Re. Bah, moi, en tout cas, je te souhaite, plein de réussite et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, je pense d'hyper enrichissant, en tout cas, de se lancer, bah, tout seul, on va dire, parce que tu es ton propre c'est marrant parce que tu es un peu ton propre employeur, donc tu mises sur toi, en fait, hein. C'est vraiment hyper intéressant et en tout cas, je pense qu'avec tout le parcours que tu as eu, je pense que ta boîte pourra faire que décoller, pour les années à venir. Merci. Est-ce que tu pourrais me recommander un invité pour un prochain épisode? Beh, écoute, je voudrais peut-être te recommander, Rim, Benassi, qui est donc, la jeune femme dont je t'ai parlé, ex-Score, et maintenant nouvelle entrepreneuse d'Oracle Weather ou son associé. Mais, c'est une fille très sympa et qui a eu le courage de se lancer donc, et en plus, je suis sûre que du coup, tu sauras tout pour ta prochaine visite, à Disneyland. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais, d'échanger avec elle. C'est vrai que c'est quelque chose de je c'est marrant parce que c'est en discutant avec des gens que tu découvres après plein d'opportunités business que toi-même tu aurais pas pensé, en fin de compte, que personne se lance parce que tu te dis: «Ouais, en fait, je voyais pas qu'il y avait un besoin là-dessus», mais en fait, c'est vrai quand tu as des personnes qui voyagent, parce que c'est vrai que Disney, bah, dans l'Europe, c'est en France, qui voyagent voilà, qui arrivent et qui, en final, bah, se rendent compte qu'ils peuvent pas profiter pleinement de leur séjour. C'est toujours bien d'être assuré, en ce sens. En tout cas, je te remercie vraiment pour, l'échange, qu'on a eu ensemble. On a bien parlé. Je pense que là, ça va être l'échange le plus gros que j'ai, Oh là là, je t'avais dit que j'étais hyper bavarde. mais en tout cas, c'était un échange très enrichissant. C'est vrai que la réassurance, c'est quelque chose qui, dans mon job, chez Apicil, qui m'intéressait et j'avais envie, de vraiment approfondir le sujet et je te remercie de l'avoir fait avec moi et que pour mes auditeurs aussi, ils vont comprendre un peu plus les enjeux et les rouages de la réassurance. Donc je te remercie, vraiment. Merci à toi d'avoir participé, à cet épisode. Eh bah, merci et puis je t'encourage à continuer parce que c'est super intéressant. J'adore écouter, tous tes invités, mais même quand on est dans le secteur, ça nous ouvre énormément de perspectives et on découvre, plein de choses aussi. Bah, merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.